Bonsoir, bonsoir et hop, je vérifie. Oui, ici, OK, tout va bien. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Bien le bonsoir à tous. Marina, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons continuer donc avec cet espace de psychanalyse pour tous. Et donc nous allons continuer, bonsoir Fernand, nous allons continuer avec l'angoisse, la névrose d'angoisse et l'angoisse tout court. Donc je vous laisse, donc nous allons voir. Donc nous sommes dans cet espace d'introduction à la psychanalyse où depuis la rentrée, tous les mardis, nous avons rendez-vous à 21h pour continuer à parler de psychanalyse. Et donc le thème d'aujourd'hui, donc nous allons revoir un petit peu ce que nous avons vu la dernière fois, car la répétition est nécessaire pour l'apprentissage, comme vous le savez. Donc nous allons reprendre un petit peu ce que nous avions vu la dernière fois. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, vous avez la vidéo sur la page de Facebook, avec la première vidéo sur l'angoisse, on va dire l'introduction. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Donc nous avions vu que le thème de l'angoisse, c'est quelque chose qui préoccupe, on va dire, Freud, ou que Freud travaille depuis 1800, bonsoir Louis, depuis 1894, Freud travaille le sujet de l'angoisse et il va le travailler donc dans différents textes pendant toute son œuvre jusqu'en 1932, je crois, où il continuait encore à nous montrer ces nouvelles découvertes sur l'angoisse, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs types d'angoisse. Il n'y en a pas qu'une seule, qu'il y a plusieurs types d'angoisse, c'est-à-dire cette angoisse qui est une réaction du sujet face à une menace qui est interne, où la fuite est impossible, parce que dans l'appareil psychique, la fuite n'est pas possible, on ne peut pas fuir de soi-même. Donc, nous avions vu qu'il y avait les différents types. Il y avait ce qu'on appelle les névroses de transfert, qui sont la phobie, l'hystérie et la névrose obsessive, qui sont en relation donc avec la sexualité infantile, et les névroses actuelles, qui sont donc la névrose d'angoisse. On a vu l'hypocondrie et la neurasthénie, et que ces trois structures dépendaient de la sexualité actuelle du sujet. Bon, on va voir par ici. Donc, attendez, je vais essayer de voir par ici pour voir si je peux mieux voir ce qui se passe. Ah ben voilà, bonsoir Nina, bonsoir Jean-Marc. Donc, et il y a des caractéristiques essentielles qui vont nous permettre de séparer donc ce qu'on appelle la névrose d'angoisse de la neurasthénie, donc pour bien faire la différence entre l'une et l'autre. Et la première chose importante, c'est l'excitabilité générale, c'est-à-dire qu'il y a un état qui s'exprime dans certains symptômes, comme par exemple l'hyperesthésie auditive, c'est-à-dire une extrême sensibilité à la perception de tous les sons. Et en fait, c'est-à-dire que c'est un état d'alerte constant, qui se caractérise par une activation par une activation du système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome donc il a un système qui cherche donc et qui nous prépare pour la fuite.
D'accord, mais pour la fuite face à un objet réel, un objet extérieur et réel. Bonsoir Caillot, bonsoir Eva. Donc, et ce sont donc c'est pour ça que nous avons une réaction, non? Nous avons une réaction avec une dilatation des bronches, avec une augmentation de la capacité respiratoire, et que nous sommes prêts à courir. Disons que le corps, tout le système est préparé. Bonsoir le Brésil. Nous sommes préparés à courir pour essayer d'échapper donc au danger. Et en fait, c'est une situation un petit peu particulière donc du sujet qui va essayer de fuir de cet objet, en fait de cette menace interne, comme s'il s'agissait d'une menace extérieure, non? Et ensuite, on avait vu une autre caractéristique de la névrose d'angoisse, bonsoir Omaïma, une autre caractéristique qui était l'attente angoissante. D'accord? Et on avait vu aussi qu'il s'agissait que ça pouvait être aussi une exagération générale d'une vision pessimiste de la vie et qui avait, on va dire, qui a une caractéristique où en fait il y a régulièrement des craintes, non? Font toujours référence à la santé des autres, à la situation des autres. Bonsoir Fabienne, bonsoir Web et bonsoir Taos. D'accord? C'est-à-dire, mais que quand cette crainte, c'est sur le sujet, sur la santé propre du sujet, c'est plus en relation avec l'hypocondrie. Bon. Donc ensuite, il avait détaillé donc, toute la liste des symptômes qu'on avait vus la fois dernière. D'ailleurs, c'est une liste de symptômes qui est toujours utilisée, qui est aujourd'hui utilisée par la psychiatrie, c'est-à-dire que tout le travail qu'avait fait Freud en 1894, d'accord, c'était quelque chose qui était très intéressant et que les psychiatres ont repris. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, bonsoir Roger, merci à vous de participer pour votre participation. Bonsoir Alem de Côte d'Ivoire. D'accord, donc on fait le tour des différents continents. Bonsoir René. Donc il va nous dire une chose très importante, c'est-à-dire que la fonction sexuelle n'est ni purement psychique, ni purement somatique. D'accord, sinon qu'elle exerce à la fois son influence sur la vie somatique et sur la vie anémique et sur la vie corporelle. D'accord, c'est-à-dire que le corps, on va dire, le corps et le psychisme ne peuvent pas être séparés. C'est une unité. Ils fonctionnent ensemble. Donc, on va voir que toute stimulation psychique est élaborée, pour un sujet normal, est élaborée du psychique et du somatique. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'une élaboration, bonsoir Marie, d'une élaboration de cette stimulation psychique. Par exemple, on va dire, bonsoir Sylvie, par exemple, on va dire que quand on nous caresse, il y a une stimulation somatique et que normalement, ce qui devrait arriver, c'est qu'elle doit pouvoir être élaborée par les deux voies, c'est-à-dire d'une façon somatique et d'une façon psychique, puisque nous ne pouvons pas séparer le corps du psychisme. Et dans la névrose d'angoisse, et en général dans toutes les névroses actuelles, ce qui se passe, c'est qu'il y a une difficulté à élaborer le somatique. En fait, une difficulté à élaborer le somatique par voie psychique. C'est-à-dire que les stimulations somatiques, elles sont élaborées par voie somatique. C'est-à-dire une augmentation de tension, d'excitation corporelle va se manifester par ce qu'on a vu donc par tous ces symptômes d'angoisse, qui déguisent l'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse, elle ne se manifeste pas toujours simplement comme de l'angoisse, sinon par des symptômes. Ce qui, très souvent, fait croire au patient que ce qu'il a, ce n'est pas de l'angoisse. Il ne reconnaît pas comme un symptôme d'angoisse, sinon qu'il va voir le docteur, évidemment. Bonsoir Gap. Donc, face à cette situation, on va voir que l'instrument que nous avons face à cette situation, c'est le langage. Parce que le langage, c'est l'instrument qui va nous permettre de symboliser le psychique et le somatique. D'accord ? C'est-à-dire que la difficulté
de certains sujets, de ne pas réussir à symboliser le psychique et d'autres à ne pas pouvoir symboliser le somatique, non? C'est-à-dire que ils vont donc dévier cette énergie ailleurs. Psychosoma, René a dit qu'il y en a, que McDougall parle de psychosoma. Donc, et donc quand la tension somatique elle est conduite à être déviée par une autre tension somatique, par voie somatique, donc se produisent les symptômes de la névrose d'angoisse. Et donc, on va regarder un petit peu pour expliquer l'angoisse, et il y a un exemple qui est très bon, que Freud nous propose dans l'interprétation des rêves, puisque dans l'interprétation des rêves, donc en 1900, il va nous reparler de l'angoisse, et il va nous parler de l'angoisse dans les rêves. Et il va, puisqu'en fait, au début de l'interprétation des rêves, Freud va, dès le premier chapitre, donc, nous dire que l'interprétation des rêves est possible, qu'il existe, on peut interpréter un rêve, et quand on interprète un rêve, ce qu'on interprète, c'est le désir. On va produire le désir, et que le désir qui va se produire, c'est le désir qui est à la base, on va dire, de cette production nocturne, on va dire bonsoir Élodie, et c'est un désir sexuel infantile et réprimé. Et donc quand il se retrouve face à cette question, comment on va donc pouvoir dire que c'est agi d'une réalisation de désir, le cauchemar, le rêve d'angoisse, comment est-ce possible qu'il s'agisse d'une réalisation de désir, puisque en fait le sujet se réveille, puisque ça devient insupportable, hein, il faut interrompre cette tension en se réveillant. Donc, il va nous dire que l'angoisse, en fait, c'est une situation qui vient rompre un équilibre. C'est-à-dire qu'il va nous dire que la première angoisse, c'est celle qui est vécue face à d'intenses désirs sexuels et avec qui il ne faut pas. Donc, c'est-à-dire, c'est cette première angoisse face à ce désir sexuel infantile réprimé, c'est-à-dire face à ces premiers amours et ces premiers désirs chez l'enfant. Et il va dire que non seulement c'est donc un désir interdit, sinon qu'en plus, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose que le sujet ne va pas comprendre et qui excède sa capacité pour les dominer. Et en plus, qui les rejette puisqu'ils sont interdits. C'est-à-dire que pour qu'il y ait développement de l'angoisse, il doit y avoir deux conditions. Donc René demande l'angoisse égale inhibition-répression. Donc oui, c'est en relation. Donc on va voir René, on va y arriver. Donc on va dire que ces deux conditions, c'est qu'il y a donc un désir qui me dépasse, parce que c'est un désir que je ne comprends pas et que je rejette. Et que je rejette précisément parce qu'il me dépasse. D'accord ? Et donc, face à ce désir, donc il va y avoir l'angoisse qui va venir comme instrument pour me défendre, non ? Comme un instrument qu'on utilise pour se défendre face à cette situation qu'on ne comprend pas. Et donc il va dire que le rêve d'angoisse, que le cauchemar est plus en relation donc avec l'angoisse qu'avec le rêve. C'est-à-dire que ce n'est pas le rêve qui produit l'angoisse, sinon que c'est l'angoisse qui va produire le rêve. Le rêve qui va provoquer le réveil. Donc, puisque la caractéristique du rêve d'angoisse, c'est qu'elle produit le réveil. Et donc Freud, il va nous expliquer par un exemple. Il va reprendre un rêve qu'il a eu, parce qu'il dit il n'a plus de cauchemar. Par contre, il se rappelle que quand il avait 7-8 ans, il a fait un cauchemar. Et dans ce rêve, il voyait donc, c'est une défense peu rassurante, dit Sylvie, et pourtant, c'est une défense, pour l'appareil psychique, c'est une défense, comme vous voyez, très utilisée. D'accord ? Comme on avait vu la fois dernière, il ne s'agit pas
d'éliminer l'angoisse, non? Parce que l'angoisse, en fait, c'est une angoisse qui n'a pas d'objet. Donc, comme elle n'a pas d'objet, c'est ça qui produit aussi l'angoisse, non? Parce qu'il n'y a pas il y a pas quand on va dire que quand, dans la phobie, quand il y a un objet réel qui, qui produit soi-disant l'angoisse, non, il y a un objet qui vient d'une certaine façon tranquilliser l'angoisse, dans le sens où je peux échapper à l'angoisse en m'éloignant de cet objet qui provoque l'angoisse. Soi-disant, puisqu'on sait que non, que c'est le sujet qui est angoissé et qui donc qui va s'angoisser face à certains objets dans la phobie. Mais dans la névrose d'angoisse, il n'y a pas d'objet. Donc c'est pour ça que Freud il va dire que pour calmer l'angoisse, il suffit de mettre une représentation. Mais si on fait ça chez le patient, on met une représentation, donc effectivement, on calme momentanément l'angoisse, c'est comme un petit médicament, mais la position d'angoissé, on va dire, du sujet va se maintenir. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de mettre une représentation, sinon de permettre au patient de parler, puisqu'il va s'agir de symboliser, c'est-à-dire de pouvoir parler de ce qui lui arrive et de pouvoir petit à petit élaborer cette angoisse en y mettant des mots pour les mots. Donc il nous raconte ce rêve. Et Freud, ce rêve où il voit dans ce rêve sa mère qui est emmenée dans sa chambre par 2 ou 3 personnes qui ont des becs d'oiseaux. Et ensuite, donc, ces hommes vont allonger sa mère sur le lit et qu'il voit que le visage de sa mère est très serein et qu'elle semble dormir. Et donc, à partir de là, il se réveille épouvanté en criant et en pleurant. Donc, il va faire l'association de ce rêve 27 ans après. Et il va donc, lui, comme il a déjà les instruments pour ça, il va associer directement le mot oiseau, parce que le mot oiseau en allemand, il a une sonorité tout à fait semblable à l'expression vulgaire du coït, qui sont très semblables donc en allemand. Et donc, il va se rendre compte, la Freud, il va dire, ce n'est pas, donc comme je le disais auparavant, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'angoisse est apparue parce qu'il s'est rendu compte dans son rêve que sa mère était morte, ou parce qu'il avait vu sa mère morte dans le rêve, sinon qu'il a rêvé que sa mère était morte pour se réveiller parce qu'il avait senti l'angoisse. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une alarme, d'accord ? C'est-à-dire qu'il avait senti l'alarme sexuelle. Il avait senti, c'est-à-dire que il y avait eu un échec en fait dans la fabrication du rêve, puisqu'en fait il y avait eu une augmentation d'énergie incompréhensible, d'accord, qu'il ne pouvait pas dominer et qui en plus il rejetait. C'est donc ça qui a produit l'angoisse, et pour pouvoir sortir de cette angoisse, donc il a produit ce rêve, donc pour déguiser. C'est la scène primitive. Oui, exactement, René, c'est la scène primitive. Alors, attendez, Karima demande à ce que tous les rêves aient des explications. Tous les rêves, oui Karima, tous les rêves peuvent être interprétés. Dans une certaine situation, tous, dans la situation psychanalytique, tous les rêves peuvent être interprétés si on prend le temps de les travailler sur chaque rêve. Mais oui, tous les rêves peuvent être interprétés. Donc, et donc il dit que c'est donc l'angoisse qui avait été sentie qui a provoqué le rêve, qui a permis donc le réveil. Et il dit le fait de voir que sa mère était morte correspond donc à ce mécanisme de la fabrication du rêve qui s'appelle l'élaboration secondaire du rêve. Donc, c'est-à-dire que je vais rêver de quelque chose de terrible pour inhiber l'angoisse, pour couvrir l'angoisse. D'accord ? Je mets une représentation à cette angoisse et donc, je me réveille en criant et tout ça, mais c'est une solution pour le sujet. D'accord ? C'est-à-dire que le cauchemar, c'est une solution, c'est une représentation. Donc, on va mettre à cette angoisse, non ? Alors, c'est vrai que, comme disait Sylvie, non, c'est pas toujours rassurant, mais
C'est mieux de se réveiller en criant, en pleurant, non, comme l'a fait Freud à 7-8 ans, que de maintenir cette augmentation de tension et cette angoisse qui était donc insoutenable pour le sujet. Et c'est-à-dire qu'on va voir qu'à partir de là, on peut penser que la majorité des symptômes, non, c'est-à-dire que les symptômes, on va dire même sont en relation avec l'expression orale, avec des interruptions dans cette expression, avec des silences dans les séances de psychanalyse, par exemple. Tout ce qui a à voir avec l'interruption du discours, c'est que c'est en relation d'une certaine façon avec l'angoisse. C'est-à-dire que tout trouble du langage doit être écouté, non, premièrement comme une inhibition par l'angoisse. C'est-à-dire que c'est une expression de l'angoisse qui vient interrompre le discours du sujet. C'est-à-dire que ce ne sont pas les symptômes qui produisent l'angoisse, sinon que c'est l'angoisse qui produit les symptômes, d'accord, pour essayer d'échapper à la situation d'angoisse. D'accord. Donc le symptôme, on va dire, et c'est quelque chose, non, qui vient troubler notre manière de penser en disant que le symptôme, c'est une solution pour le sujet. Non. Donc je répète, dans les traitements, quels qu'ils soient, dans les traitements mentaux, quels qu'ils soient, il ne s'agit pas d'éliminer la peur, la phobie, l'angoisse du sujet, parce que de toute façon, il va se déplacer et aller chercher ailleurs, il va se retrouver libre, puisqu'en fait, l'angoisse, c'est une augmentation de tension, une énergie qui est libre, qui ne s'est posée sur rien et qui est insoutenable, d'accord, que le sujet ne peut pas élaborer. Donc on va voir une chose qui est très intéressante, non, le langage nous préexiste. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans le monde où le langage existait déjà. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans un monde d'êtres parlants et nous nous sommes construits avec toutes ces phrases, avec tous ces mots que nous avons écoutés, que nous avons. Et alors Fortato, il demande c'est quoi l'explication si on ne se souvient pas de nos rêves? Il y a différentes explications, ça dépend de chaque cas, non? Mais en général, c'est la censure qui va agir, c'est-à-dire que c'est la censure qui agit en disant non, il ne te convient pas de te rappeler de ton rêve, ça va venir te perturber et tu n'as pas la capacité, on va dire, de résoudre ce trouble que peut produire le rêve, par exemple. Mais pour chaque sujet, non, chaque sujet, rappelez-vous, il n'y a pas de liste d'attitudes ni de manière de penser. L'angoisse chez chaque sujet va s'exprimer de façon différente, même si après on va expliquer. Et en essayant de donner certaines règles, mais chaque sujet, Fortato, est particulier. Chaque personne a sa manière de parler, a son rythme pour parler, a ses inhibitions, sa censure, et chaque personne parle avec, on va dire, cette particulier, ses mots, ses propres mots. Nous avons chacun nos propres mots. Sylvie dit quel était le désir infantile dans ce rêve. Le désir infantile, le désir sexuel infantile réprimé, non, son désir sexuel vis-à-vis de sa mère, qui était insoutenable, puisque là, il savait déjà à 7-8 ans que c'était la menace de castration. René dit l'angoisse peut être rattachée à la pulsionalité, donc à la pulsion, donc c'est l'augmentation de la libido, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que c'est l'augmentation de la libido qui n'arrive pas à être déchargée. C'est pour ça que quand il y a une représentation, poum, elle peut se décharger là. Donc, je continue. Donc, on disait que le langage nous préexiste et que nous sommes, non, et nous connaissons grâce et à travers le langage. C'est-à-dire que on doit penser que le mot, c'est le mot qui va créer la chose.
Et en plus, le mot va créer la chose, mais est différente de la chose. D'accord? C'est-à-dire que quand on va parler rêve, non? Il y en a certains qui vont dire ah, moi je m'en souviens jamais. Il y en a d'autres qui vont toujours faire référence à poum, à celui qui est le plus proche dans leur tête ou à ce qu'ils ont lu de Freud sur le rêve. C'est-à-dire que pour chaque personne, chaque mot va avoir une représentation particulière. D'où l'importance d'écouter chaque patient d'une façon différente. Et, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le mot qui va créer la chose. Je continue. C'est-à-dire que c'est par le langage, bonsoir Alison, c'est par le langage que nous mangeons, c'est par le langage que nous désirons, c'est par le langage que nous aimons. D'accord? C'est-à-dire que c'est par le langage que nous savons, même ce savoir inconnu par le sujet. Non? Donc, c'est-à-dire que c'est par le langage que nous vivons. Nous vivons tous les verbes, bien évidemment. C'est-à-dire que on peut penser que le sujet, il est rentré il est structuré par une certaine structure du langage dans laquelle il est enchaîné, on va dire. Et qu'il va utiliser cet enchaînement de mots, non, dans lequel il est situé, qu'il va utiliser, avec laquelle il va fabriquer sa vie. Et donc, c'est pour ça que changer, pour avoir la possibilité de modifier, il faut modifier cette structure, cet enchaînement à certains signifiants, qu'on va dire, qui sont représentés par des mots, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est un instrument qui va nous permettre de mettre dans notre vie de nouveaux mots. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre de nouveaux mots dans le dictionnaire, il ne s'agit pas de ça exactement, sinon qu'il s'agit de pouvoir modifier, de symboliser pour le sujet une nouvelle articulation à de nouveaux mots. Pourquoi? Pour pouvoir produire une position différente du sujet et donc pour pouvoir produire une nouvelle vie par rapport à ça. Non? Donc, c'est pour ça qu'on va dire que la psychanalyse, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que mes pas futurs, mon futur, va être enchaîné grâce à la psychanalyse à d'autres mots, M-O-T-S, non? À d'autres mots, c'est-à-dire que je vais comprendre et je vais connaître d'autres situations qui vont me permettre de m'enchaîner, donc toujours au mot, parce que nous n'avons pas la liberté d'être sans ça, donc, mais de façon avec une nouvelle articulation, ce qui va me permettre de me modifier. Donc, une autre petite information donc intéressante, par exemple, on va dire que nous savons que la peur, non, parce que Freud il va écrire donc un texte où il va faire la différence entre la peur, l'angoisse, et puis après il y a un autre terme, mais je ne sais plus comment on dit en français. Enfin, je ne sais pas comment on dit, en français, mais c'est quand j'ai eu peur, d'accord? Donc la psychanalyse fait émerger la subjectivité, entre autres, oui René, d'accord? Donne encore, ou alors le contraire, non? Elle fait apparaître que nous sommes en fait tous enchaînés à des mots différents, mais tous enchaînés. C'est-à-dire qu'il va nous montrer cette particularité de l'être humain, c'est-à-dire que nous avons toutes des traits caractéristiques où on va dire qu'on se ressemble tous. Non? L'effroi, merci Roger. Donc il va faire effectivement l'effroi. D'accord? C'est-à-dire qu'il va faire une différence. Mais bon, je ne voulais pas rentrer dans l'effroi, oui, non, qui va faire une différence en disant que ce sont trois situations face à cet extérieur, c'est-à-dire la surprise où il n'y a pas eu, avec l'effroi, il n'y a pas eu le temps de l'angoisse. Il n'y a pas eu, non, cette angoisse, donc qui est une angoisse comme on voyait, Fabienne dit, l'angoisse est-elle la manifestation d'un désir, même si celui-ci est refoulé, justement parce qu'il est réprimé, c'est qu'il y a une manifestation d'angoisse. Et Elodie demande quelle est la signification des rêves répétitifs. Donc on pourrait penser comme ça tout de suite. Elodie par exemple, que ce sont des rêves qui n'ont pas été interprétés. D'accord? Parce que si le rêve est interprété, en général, d'accord, il y a une nouvelle élaboration pour le sujet où il n'y a pas besoin de le répéter. D'accord? Donc par exemple, mais encore une fois, ça dépend, non, de quelle répétition il s'agit, parce que c'est jamais vraiment répétitif, c'est toujours
on va dire, apparemment pour le sujet où il a l'impression qu'il retombe, mais s'il racontait son rêve, à chaque fois ce serait un rêve différent. Donc ça dépend, Élodie. Donc, donc on disait que face à l'effroi, non, donc Freud il va nous dire que face à l'effroi, il n'y a pas, non, avec un accident par exemple, où il n'y a pas eu le temps d'une angoisse. D'accord? Najwa, bonsoir. Il n'y a pas eu le temps d'une angoisse, et donc il y a une autre, donc on va parler, Freud va parler de traumatisme d'angoisse, non? Donc c'est un autre sujet. Mais ce dont je fais référence là comme maintenant, je veux parler de l'angoisse, de la peur et de l'anxiété, non? Qui sont actuellement les mots MAUX qui touchent, non, l'époque dans laquelle nous vivons d'une façon assez forte. Et qui d'ailleurs produisent, parce que en fait ils sont à la base de nombreuses maladies. Et donc on pourrait penser que face, par exemple, à la situation actuelle dans laquelle nous vivons, on pourrait penser que parler, non, de la guerre, du virus, de cette transformation du monde d'une façon aussi vive et aussi inattendue, on va dire que c'est quelque chose où si on parle de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété, on peut dire qu'il y a des choses bien plus importantes que ces petits mots. Mots M-A-U-X. Et on va dire oui, évidemment qu'il y a des choses plus importantes. Si mon angoisse, elle ne fait que passer, si tout d'un coup j'ai un jour peur de l'obscurité, si un jour, non, je deviens anxieuse parce qu'il y a une attente qui se prolonge, mais parce que ça arrive une fois, ou parce que ça arrive de temps en temps. Par contre, quand la peur, l'anxiété, l'angoisse sont des choses qui se manifestent de façon répétée, on va dire que de façon répétée, non, qu'il y a un prolongement dans le temps de ces manifestations, ça peut provoquer donc des maladies très graves et ça peut même provoquer la mort. Non, donc ce ne sont pas des petits riens. C'est-à-dire qu'il faut les prendre en considération. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au sujet en disant « c'est rien par rapport à tout ce qui se passe dans le monde ». Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, on pourrait faire une autre lecture de ça en disant que peut-être que tout ce qui se passe dans le monde, non, c'est aussi quelque chose pour comment notre manière de répondre, on va dire, à ces peurs, à ces angoisses. Non, nous pouvons voir dans la situation actuelle. Donc, et donc, on va voir que la peur, l'angoisse, l'anxiété, en fait, ils vont se produire par les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que la peur, elle, a besoin d'un objet réel, qui est hors du sujet. Quand on dit réel, ça veut dire hors du sujet, parce que ça peut être un objet fantasmé, non, quelque chose qu'on a imaginé, on a peur d'un fantôme, quelque chose qui n'existe pas, donc quelque chose d'imaginaire, mais quelque chose hors du sujet. On va dire ça, c'est la peur, c'est-à-dire qu'il y a un objet. Et ensuite, donc il y a la personne a peur de quelque chose de réel ou de fantastique. Et par contre, l'angoisse et l'anxiété, leur caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'objet. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet. On ne sait pas de quoi on a peur, on ne sait pas face à quoi on est anxieux. Non? Dans le fond, après on va mettre des représentations, mais c'est jamais réellement ce qui a provoqué, puisque ça va être quelque chose d'inconscient. Donc on avait vu la fois dernière que la différence entre l'angoisse et l'anxiété, c'est que dans l'angoisse, dans la névrose d'angoisse, l'angoisse, elle va se manifester sur le corps. D'accord? Alors que l'anxiété, ça va être quelque chose de complètement mental. C'est-à-dire que on voit bien, là, il n'y a pas de répercussions sur le corps. C'est-à-dire que dans la névrose d'angoisse, on peut facilement donc se retrouver chez le docteur qui ne va pas savoir quoi faire ou quoi répondre, sinon nous donner des tranquillisants ou des calmants, non, parce que en fait c'est quelque chose que la médecine ne touche pas. Parce que effectivement qu'il y a des sensations physiques, on va faire des explorations, des examens, des tests, etc. Et on ne va rien trouver. On va dire au sujet, non, vous n'avez rien monsieur, vous n'avez rien madame. D'accord? Donc c'est pour ça que cette angoisse, elle se cache derrière ces manifestations, ces troubles physiques. On va dire, tandis que l'anxiété, non. L'anxiété, le sujet, sait très bien que c'est quelque chose exclusivement mental, que c'est quelque chose de psychique, non? Qu'il n'y a pas de trouble corporel.
Mm. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que des fois, l'anxiété peut être considérée comme quelque chose de beaucoup plus difficilement tolérable parce que c'est uniquement mental. Donc, on va voir que l'angoisse, comme on avait vu la fois dernière, l'angoisse en elle-même, ce n'est pas un symptôme, sinon que l'angoisse, c'est quelque chose de constitutif. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas éviter l'angoisse dans notre vie, non? Alors René demande, l'anxiété pourrait-elle avoir un lien avec une psyché d'errance, avec cette énergie, on va dire, avec cette énergie, non, qui est libre, qu'il va falloir déposer sur quelque chose pour pouvoir tranquilliser, vous dites, cette énergie libre. Farah demande, qui peut générer aussi des troubles physiques, voire somatiques? Oui, donc c'est... ok, c'est ça. Donc, on va dire que l'angoisse est constitutive, donc il ne s'agit pas de l'éliminer. D'accord? C'est-à-dire que ce que nous devons apprendre à faire, quand on parlait de cette symbolisation, c'est-à-dire on va devoir apprendre à vivre avec. Et vivre avec, ça veut dire arrêter de la sentir, ne plus avoir besoin de sentir de l'angoisse avant un acte, avant de faire quelque chose, parce que quand on parlait de cette angoisse réelle qui nous arrive à tous les êtres normaux, c'est-à-dire face à certaines situations nouvelles, face à certaines situations où on a une certaine appréhension pour les yeux des autres, ou etc. Donc il peut y avoir donc effectivement une augmentation de tension. On parlait la fois dernière du trac pour les artistes par exemple, ou pour n'importe qui doit faire face au regard des autres, on va dire. Il y a cette angoisse avec laquelle on va devoir apprendre à vivre, qui ne dure qu'un petit moment, d'accord, et qu'on doit tout de suite on doit se débrouiller en fait, on dit, on va se débrouiller avec bonsoir Laurence, donc on doit se débrouiller avec cette angoisse, ou apprendre à se débrouiller avec cette angoisse, parce qu'on ne va pas pouvoir l'éliminer. On dit que l'angoisse est constitutive, elle appartient. Pourquoi? Parce elle est en référence donc avec cette angoisse de castration. L'angoisse de castration qui va être une des... parce qu'on va voir que Freud, il va parler de 5 angoisses différentes. Pas 5 angoisses différentes, sinon 5 lieux où le sujet a la possibilité de produire une angoisse. Donc, on va voir. Donc, c'est constitutif, ça fait partie de la vie du sujet. On ne va pas pouvoir l'éliminer, d'accord? Et que c'est donc un mécanisme psychique normal. OK. Et que toute angoisse est angoisse de castration. C'est-à-dire que c'est face à la menace de castration qui a lieu donc lors de la répression primordiale, dans la fabrication, on va dire, dans la fabrication, ce n'est pas tout à fait la terminologie adéquate, mais dans le sens où, au moment où le sujet va réprimer, cette répression primordiale, cette première répression qui va faire quoi? Qui va diviser le sujet en inconscient et conscient. Donc, à partir de là, il y a cette menace de castration qui va s'établir, et qui va être en jeu pendant toute la vie du sujet. Que l'angoisse de castration, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'enfant, et qu'une fois qu'il a passé le complexe d'Oedipe, ça y est, c'est fini, il est tranquille. Non, sinon que c'est quelque chose qui va fonctionner et qui va apparaître dans notre vie à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui nous implique. Donc, c'est là où je veux arriver, là, comme maintenant. C'est-à-dire que c'est face au désir incestueux que nous n'avons pas renoncé. Rappelez-vous, donc nous nous divisons pour ne pas renoncer à ce désir incestueux, sinon que ce désir incestueux, nous avons le rendre inconscient pour ne pas y renoncer. Donc dans le conscient, on y a renoncé, mais dans l'inconscient, nous n'y avons pas renoncé. D'accord? Et donc c'est face à ce désir incestueux que se produit l'angoisse de castration. D'accord? C'est-à-dire que c'est la menace, on va dire, cette menace infantile du père qui vient dire « Non, non, avec ta mère, ce n'est pas possible. » D'accord? C'est-à-dire que c'est face à cette possibilité de perdre l'amour des parents que l'enfant va renoncer à son désir, son premier amour. On va dire son premier amour, non, ce qui l'a mis, et on dit que donc aussi que c'est pour une... Bon.
Donc c'est un désir qui se réprime pour laisser place donc à un sujet divisé. C'est pour ça que chaque fois que va se produire l'angoisse, elle fait référence à cette angoisse de castration. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui la provoque. C'est pas, elle n'arrive pas comme ça, elle tombe pas du ciel. Quand on dit qu'elle est constitutive, c'est parce qu'elle est en relation avec notre désir. René dit que c'est donc passer de la nature à la culture pour ne pas passer à l'acte. C'est pas pour ne pas passer à l'acte, effectivement, c'est pour passer de la nature à la culture. Non, comme on disait, c'est ce processus qui va nous homoniser, ou je ne sais plus comment on dit en français, non, c'est-à-dire que nous allons passer de cet animal, de cette position d'animal à cette position d'humain, donc par ce passage du complexe d'Oedipe et du complexe de castration. Mais c'est pas pour ne pas passer à l'acte, puisqu'on va dire que c'est pour, puisque la menace de castration, non, c'est la menace de castration, c'est la peur, on va dire, du petit garçon qu'on lui coupe, la peur de perdre l'amour de ses parents. D'accord? Donc il va renoncer on dit qu'il renonce à ce désir. Il renonce à ce désir donc incestueux, qu'il a déjà compris qu'il était incestueux, c'est-à-dire qu'il était interdit. Il va renoncer à ce désir pour garder, non, pour garder l'amour, pour que on ne le castre pas, on va dire. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour une situation narcissique que le sujet va accepter de renoncer, il va renoncer donc à ce désir, mais renoncer à ce désir de façon particulière. Donc, c'est pour ça que chaque fois que se produit l'angoisse, donc chaque fois qu'il y a cette angoisse de castration, il y a quelque chose qui la provoque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où le sujet est en jeu. Et c'est là où intervient cette chose qui est si importante pour chaque sujet et sur chaque chose, c'est-à-dire par rapport qui est en jeu son désir. Son désir est en jeu. Sylvie dit, c'est comme ça que se constitue le surmoi. Oui, effectivement, d'accord. C'est donc par identification, donc à ces figures paternelles, que va se constituer le surmoi. Le surmoi, après, il doit se transformer. Donc, au départ, non, ce sont les figures, les identifications, donc aux images, enfin pas aux images, sinon, non, c'est cette identification aux parents qui va donc s'intérioriser et apparaître comme surmoi. D'accord? Donc là, pareil aussi, il y a une angoisse, non, face à la peur de perdre l'amour du surmoi, parce qu'après, c'est plus la peur de perdre l'amour des parents, sinon c'est la peur de perdre l'amour du surmoi. Non, ça va aussi provoquer donc l'angoisse. Donc, mais le plus important ici, c'est notre position face à notre désir. Et c'est ça que nous allons pouvoir essayer d'élaborer, non, en psychanalyse. C'est-à-dire que le sujet, face à ce désir, il a toujours tendance à le rejeter, le censurer, le réprimer. C'est-à-dire qu'il a une tendance à ne rien vouloir savoir de son désir. Et quand on parle de ce désir, on ne parle pas de ce désir sexuel infantile réprimé, qui est déjà réprimé. Sinon, alors attendez, René dit, je pensais du côté de l'inceste. Oui, de passer à l'acte, mais passer à l'acte, le sujet, il ne va pas passer à l'acte. Même s'il passe à l'acte dans la réalité, ça c'est dans la conscience. Non, c'est-à-dire que tout le sujet, même celui qui va ensuite, non, le souffle, comment ça s'appelle, souffle au cœur, non, de Louis Malle, où il va montrer que ce petit garçon, mais pourtant, vous voyez, ouais, ça va même pas ça va être une élaboration pour lui, cet acte. Donc c'est même pas, c'est dans la conscience, d'accord, c'est-à-dire que ça n'est pas en relation, non, que le psychique, c'est une structure avec des fonctions. D'accord? Et le désir sexuel infantile réprimé, c'est une fonction. C'est-à-dire qu'il va prendre place comme une fonction. Même si après, ce qui se passe, parce qu'après, allez savoir, même l'enfant, quand il fait l'amour avec sa mère, ou avec qui il fait l'amour, c'est qui sa mère? Non, parce que la mère, dans le psychisme, c'est une fonction, c'est pas la maman. La maman, elle a disparu. Non, il l'a réprimée. Il s'est identifié à une caractéristique, à un trait de la maman, qui s'est identifié, qui est parti dans le surmoi. Donc, la dame avec qui on parle, qu'on appelle maman, c'est une dame. Non, ça n'a rien à voir avec cette maman qui a fabriqué mon appareil psychique.
Donc, il m'a dit, on peut dire donc que nous sommes tous angoissés. Bon, pas tout à fait, parce qu'il y a ceux qui s'arrangent avec l'angoisse, ceux qui ne souffrent pas d'angoisse. C'est-à-dire que face à une situation inhabituelle, ils sentent un petit vent d'angoisse et puis ils continuent. D'accord? C'est-à-dire que face à une conférence qu'on doit donner, face à certaines choses, il y a la possibilité de sentir l'angoisse, mais ça ne me détient pas, ça ne m'arrête pas. D'accord? Donc, parce que angoisser, ça fait souffrir, non? Souffrir de l'angoisse. Donc, nous sommes tous... L'angoisse est constitutive, mais ça ne veut pas dire qu'on en souffre. D'accord? Tandis que, disons, être angoissé, on en souffre. Non? Donc, on disait que ce qui est en jeu, c'est notre désir. C'est un signal, donc l'angoisse est un signal qui nous montre qu'il y a quelque chose qui nous implique face à ce désir. C'est un désir, plutôt c'est un désir qui nous implique. D'accord? C'est-à-dire que face à certaines choses que nous devons réaliser, par exemple dans notre vie, donc ce n'est plus directement en relation avec le désir sexuel infantile, sinon que dans notre vie, face à certains changements que nous devons réaliser dans notre vie, par exemple, non? Des choses qu'on désire ou qu'on dit désirer ou qu'on pense désirer, non? Et pourtant il y a une angoisse et il y a une impossibilité de continuer, non? Par exemple. Mais ici on va parler, parce que on va parler aussi d'un désir inconscient. Et quand je dis inconscient, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas connu par le sujet. C'est pas un désir sexuel infantile, mais sinon c'est quelque chose que le sujet, comment on va dire, par exemple, quel exemple on pourrait donner, non? C'est-à-dire que ces désirs où on ne veut rien savoir de ces désirs, c'est-à-dire que on désire une personne qu'on ne veut pas désirer, par exemple. Oh non, 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 avec celui-là, non, pas question. Mais d'une façon inconsciente. C'est-à-dire que je réprime et je ne m'en rends même pas compte. Je ne me rends même pas compte que je désire telle personne ou telle autre. Et que je ne veux pas, donc face à ce désir, qu'est-ce que je fais? Je réprime, je censure, au lieu simplement de reconnaître. Parce qu'il ne s'agit pas de passer à l'acte. Il s'agit de reconnaître nos désirs hostiles. D'accord? Parce que l'angoisse, très souvent, elle apparaît parce que nous avons des désirs hostiles que nous ne voulons pas reconnaître. Donc face à ces désirs hostiles, qu'est-ce qu'on fait? On réprime, et donc il y a production d'angoisse. Une augmentation de la tension, production d'angoisse. D'accord? C'est-à-dire que l'angoisse, comme Freud nous disait, donc que c'était face à quelque chose, non, qu'on ne comprend pas, qui nous dépasse et qu'en plus on rejette. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a quelque chose de notre morale aussi qui est en jeu. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est quelque chose que l'angoisse, on ne peut pas l'éliminer. Parce que face à notre désir, il y a toujours quelque chose qui se passe. Le sujet, non? C'est pour ça qu'il faut apprendre, on va dire. Et c'est là où la psychanalyse est un instrument tout à fait utile pour ça. C'est-à-dire que c'est un instrument qui va nous permettre de pouvoir supporter cette angoisse de temps en temps qui passe. D'accord? Et que même, on n'a même plus besoin de sentir. Parce qu'on sait qu'elle est constitutive et qu'on n'a plus besoin de sentir. D'accord? On dit que l'angoisse, elle nous tient, elle nous soutient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de... Pourquoi? Parce que nous sommes des sujets désirants. Et nous sommes des sujets désirants parce que nous sommes des sujets mortels. D'accord? C'est pour ça que nous avons des difficultés à faire face à certains désirs qui sont des désirs des êtres humains, comme tout le monde. D'accord? Nous avons tous ce genre, nous aimons des personnes, nous désirons des personnes qui ne nous conviennent pas, nous désirons des gens que nous n'aimons pas, par exemple, et nous avons des sentiments hostiles que nous préférions ne pas avoir. Non? Donc, c'est pour ça que l'angoisse est toujours, on va dire, une solution, on va dire, une solution pour le sujet face à son désir. D'accord? Donc, je vais voir si j'ai quelque chose d'intéressant encore à dire. Donc, Freud, il va nous parler de différentes positions donc, du sujet. Il y a l'angoisse de désarroi, non, face à, comme le petit garçon qui a peur quand sa maman, elle s'en va, non, que c'est cette première angoisse où il va perdre la protection, non. Après, il y a
Il va nous parler donc que, que ce n'est pas donc l'angoisse qui produit la répression, sinon que c'est la répression qui produit l'angoisse. D'accord? C'est parce que je réprime mon désir que se produit l'angoisse. Et donc on va voir. Et donc, et après, l'angoisse, on va voir qu'elle est aussi, qu'elle participe dans toutes les structures, c'est-à-dire qu'il y a une angoisse dans la psychosomatie, il y a une angoisse chez le névrosé obsessif, il y a une angoisse chez l'hystérie, il y a donc une angoisse évidemment chez le phobique. Non, c'est-à-dire que chez chacune, dans chacune de ces structures, il y a l'angoisse qui peut participer et qui va participer dans chacune de ces structures de manière différente. D'accord? Qui ne va pas être la même. Donc, Eva demande, et quand l'angoisse est massive, jusqu'à déréaliser ou vouloir se tuer pour que ça s'arrête? Alors, vous croyez vraiment que c'est de l'angoisse? Pourquoi vous pensez que là, c'est de l'angoisse? Non? Que c'est-à-dire, on pourrait penser aussi, je veux dire, je ne sais pas si... parce que je pense que c'est un petit peu, c'est comme la dépression, c'est comme l'anxiété, c'est comme beaucoup de choses où on va voir qu'il est nécessaire pour avoir un diagnostic. Non, il y a des gens qui pensent qu'ils ne souffrent pas de dépression, et pourtant quand ils vont aller s'allonger dans le divan ou quand ils vont parler avec un psychanalyste, le psychanalyste il peut diagnostiquer non, une position de mélancolique, d'accord? Donc c'est quelque chose où on va dire qu'il y a des caractéristiques particulières qui dépendent du discours du sujet. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir avant. Non? Il y a des gens qui disent, mais non, moi j'ai non, des gens qui ont des cancers, par exemple. Quand on va dire que le cancer, non, est soutenu toujours par une dépression. Alors que quand on voit certains sujets, on dit non, mais celui-là, il n'avait pas de dépression. Il avait une structure mélancolique. D'accord? Donc on ne peut pas croire l'effet dans la conscience, sinon qu'il faut écouter le patient en psychanalyse pour pouvoir diagnostiquer sa position. D'accord? En plus, on avait vu qu'en psychanalyse, on ne parle pas de diagnostic, sinon qu'on parle de processus d'analyse. C'est-à-dire qu'il y a, non, comme on avait vu, qu'il n'y a pas une névrose d'angoisse pure. Il n'y a pas, non, que toutes ce sont des, l'angoisse, elle participe, on va dire, dans la production de pratiquement tous les symptômes, puisque c'est l'affect par excellence, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va, donc, on va devoir écouter, non? Parce que là, vous parlez d'une angoisse massive, non? C'est quelque chose d'intolérable pour le sujet, quelque chose de mental, mais après, il faudrait le faire parler, non? Pour voir un petit peu, parce que déréalisé, c'est-à-dire qu'il a arrêté de parler, il est dans son silence, il ne parle plus. Non? Donc, il faut faire parler les gens, il faut faire parler les gens, non? Il faut les écouter. On va dire dans un cas comme ça, où la personne est dans une situation, sinon il faut les envoyer chez le psychanalyste. D'accord? Mais disons que face à une situation où ça devient insupportable, il faut pouvoir les aider à parler, à dire quelque chose. Alors attendez, je vais voir si j'ai quelque chose. Donc on disait que l'angoisse, non, c'est-à-dire que l'angoisse se calme avec n'importe quelle représentation, qu'elle corresponde ou qu'elle ne corresponde pas à la vérité, non? Derrière un cancer, il y a une dépression, oui Eva. Et René, hors réalité, psychose peut-être. On ne va pas mettre des étiquettes pour une phrase, non? Je veux dire que... Non, je ne sais pas, je veux dire... A priori, oui, ça fait hors réalité, mais je veux dire, le névrosé aussi, il est un petit peu hors réalité, non? Que le névrosé, il fabrique son monde, il est dans son monde. Donc il ne fabrique pas une nouvelle réalité, mais il n'est pas dans la réalité non plus. Donc il faut voir.
Donc, que l'angoisse n'est pas produite par quelque chose de l'extérieur. Ça, c'est une chose qui est importante, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un fait particulier de la réalité qui va produire une angoisse, sinon que c'est quelque chose du sujet. C'est la position du sujet, donc face à son propre désir. Donc en général, qui ne connaît pas, qui le rejette et qui veut rien, non, qui veut rien savoir de lui et qui donc a besoin, on va dire, d'une interprétation pour pouvoir faire face à ce désir qui est un désir humain. Non, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que même si dans la théorie on peut savoir toutes ces choses, dans le psychique, c'est pas la théorie. Pour avoir accès à une modification dans le psychisme, il est obligatoire l'intervention d'une interprétation. La théorie, c'est comme dit Freud, non, je veux dire pour celui qui souffre de symptômes, la théorie, on va dire que c'est simplement, c'est comme un bon menu pour l'affamé, d'accord? C'est-à-dire c'est simplement le menu, ok? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intervention, on ne peut pas s'auto-analyser, d'accord? On ne peut pas s'auto-modifier. René dit différemment quand même et sans vouloir mettre d'étiquette. Alors attendez René, différemment quand même et sans vouloir mettre d'étiquette. Donc sans vouloir mettre d'étiquette parce que, non, je vous dis, si on commence à mettre des étiquettes comme ça aussi facilement avec une phrase, alors on est tous avec des étiquettes. Alors que justement, la richesse de la psychanalyse, c'est qu'elle vient, non, à chaque fois, il y a, non, dans la supervision, vous voyez, vous allez superviser un cas et à chaque fois, c'est, non, la nouvelle écoute qui va vous présenter le patient que vous avez l'habitude d'écouter. Tout d'un coup, la supervision, elle vient vous montrer quelque chose de différent que vous n'aviez pas pu écouter. Donc, ça dépend de l'écoute, non? Non seulement du discours, donc du patient, mais en plus de l'écoute. Donc, on va dire que avant tout, l'angoisse, et ça c'est très important, l'angoisse c'est le signal, d'accord? C'est quelque chose qui vient dire attention, attention, d'accord? Donc il y a ceux qui disent ouais bon, je me prends un petit médicament, je me prends une petite pastille puis ça passera, non? Mais c'est pas ce qui nous convient. Donc voilà pour aujourd'hui. Moi j'ai pensé, mais je ne sais pas si je changerai d'avis, j'ai pensé pour mardi prochain justement, donc René, j'imagine que ça va lui plaire, que de pouvoir, on va essayer de traiter le sujet de la névrose et la psychose. D'accord? On va essayer de présenter donc ces deux positions pour pouvoir les différencier et pour montrer que la psychose, tout comme la névrose, bon, ce sont des discours différents, mais des discours qui peuvent être interprétés donc par le psychanalyste. Marie dit oui, vous avez raison, l'interprétation du psychanalyste et surtout le transfert. Donc l'interprétation, elle ne peut avoir lieu que quand il y a transfert. D'accord? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transfert, l'interprétation, non, je veux dire, on ne peut pas se permettre d'interpréter dans la rue, comme ça les gens, ou d'interpréter à droite, à gauche, non, que c'est dans une situation de transfert, parce que sinon, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'implication, d'accord? Non, il n'y a pas de... Donc Eva, elle trouve que c'est super, non? Le truc de névrose et psychose, c'est un sujet très intéressant, d'accord? Et donc, il y a, Sylvie, par exemple, la perte de la réalité dans la névrose et la psychose. Donc justement, non, pour reprendre le sujet de René, là, qui nous rapporte la perte de la réalité dans la névrose et la psychose, où il va nous montrer donc la position, comment. Et après, il y a ce texte-là, puis il doit y en avoir un autre, mais je ne me rappelle plus, mais qui, le nom aussi, il y a névrose et psychose. D'accord, je ne me rappelle plus bien. Donc on voit que le sujet, c'est pas la même perte de la réalité. Dans les deux cas, il y a une perte de la réalité, mais c'est pas la même perte chez le névrosé que chez le psychotique. D'accord? Et je crois que c'est même dans ce texte-là où il va nous expliquer quelle serait la position d'une personne saine. Non? C'est-à-dire qu'il va prendre un petit peu d'un mécanisme de l'un et un petit peu d'un mécanisme de l'autre.
Bon, alors, on continue donc, bah oui, on continue un mardi prochain à 21 h. Donc, bonne semaine à tous, d'accord? Essayons de continuer à étudier, continuer à lire, à nous informer pour pas nous laisser, on va dire, basculer par tout ce que la télévision nous raconte. D'accord? Donc, bonne continuation, bonne soirée à tous et à mardi prochain. Au revoir. Ok, Alison. Allez, on continue, d'accord. Allez, au revoir. Ciao.